Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Benoît Saint-Giron, je suis consultant en solutions écologiques à Genève, auteur du livre La qualité de l'eau. Que vous souhaitiez découvrir les critères qualitatifs de l'eau, retrouver enfin le plaisir de boire ou apprendre à détecter les arnaques, cette conférence pratique en 2 parties est faite pour vous. La qualité de l'eau est la question de santé et de vitalité la plus importante. À la limite, à quoi bon consommer bio si mon eau n'est pas de qualité ? Cette conférence pratique s'appuie sur de nombreuses années d'expérience, les données du livre et les 2 sites internet. Elle est illustrée par des extraits du magnifique reportage Water. Je remercie au passage les éditions Jupiter pour m'avoir très amicalement accordé l'autorisation d'en diffuser des extraits. Veuillez noter mon adresse mail et n'hésitez pas à m'adresser toutes vos questions, sachant que la meilleure solution est celle qui correspond à votre configuration et à votre budget. 2 parties dans cette conférence. Tout d'abord, les notions de base, avec notamment l'étude du plus gros scandale de l'eau, les véritables critères qualitatifs dont presque personne ne parle, 2 mythes à dépasser pour ne plus se faire avoir, et un match serré entre eau en plastiqué et eau du robinet. La qualité de l'eau étant clarifiée, nous serons alors en mesure, dans une deuxième partie, de parler des solutions concrètes et pratiques, sans plastique et sans risque. C'est parti! 4 questions de base à se poser concernant la qualité de son eau, dont la plus importante. Est-ce que j'arrive à boire avec plaisir et donc suffisamment ? Alors on ne parle pas ici des thés, cafés ou autres jus de fruits, mais uniquement de l'eau plate et tempérée. Et en général, cette eau, on n'arrive pas à la boire, et la raison n'est pas mentale, mais avant tout physiologique. L'eau traitée, notamment au chlore, n'est simplement pas appréciée par notre organisme qui perçoit, et pas seulement via la peau, son côté très asséchant et irritant. De fait, les jeunes enfants ou les animaux rejettent instinctivement ce type d'eau. Le problème est qu'une hydratation correcte est absolument essentielle pour assurer le bon fonctionnement de notre organisme. Plus de 99% des molécules de nos cellules sont des molécules d'eau. Nous avons tendance à l'oublier, mais nous sommes des privilégiés à l'échelle de la planète. Nous avons en effet la chance de disposer partout et à peu de frais d'une eau potable, c'est-à-dire contrôlée et sans risque immédiat pour la santé. 30% de la population mondiale n'y a pas accès et plus de 2,6 millions de personnes meurent tous les ans après avoir bu une eau polluée. Ceci est le plus grand scandale sanitaire mondial, mais il fait rarement la une des médias. Bref, merci à nos techniciens et au pouvoir public. Ceci étant précisé, l'eau n'est que potable, c'est-à-dire tributaire de normes, et ces normes se dégradent. Une cinquantaine de contrôles seulement, à comparer aux quelques 143 000 substances chimiques présentes en Europe, un taux de pesticides autorisés multiplié par 5, un taux de nitrate multiplié par 20, plus aucune limite de minéralité. Il y a également des normes incompréhensibles comme cette limite de 200 mg de sodium autorisée, alors que les eaux de surface dépassent rarement les 20 mg. Serait-ce par hasard pour ne pas nuire au très lucratif business des adoucisseurs ? Alors, l'adoucisseur à sodium installé sur le circuit d'eau froide est localement le plus gros scandale de l'eau. En 2017, le laboratoire cantonal de Turgovie en Suisse a analysé l'eau de 23 adoucisseurs pris au hasard. Résultat, une prolifération microbienne dans 87% des cas et la plupart des adoucisseurs mal réglés avec une dureté résiduelle parfois inférieure à 7 degrés. À ce niveau, l'eau devient acide avec un risque important de corrosion de la tuyauterie et des appareils ménagers. Que fait l'adoucisseur ? Il remplace le calcium et le magnésium, qui chauffés forment le tartre, pour les remplacer par du sodium, c'est-à-dire du sel, dont les excès entraînent tous les ans en France quelques 25 000 décès. N'en déplaise au greenwashing, l'adoucisseur ne sera jamais écologique non plus, vu le gaspillage d'eau, le relargage de sel dans la nature et surtout parce que l'eau devient tellement désagréable à boire que l'on a généralement recours à l'eau en plastique. Bref, la plus mauvaise note du livre avec un record de moins 20 sur 20, sachant qu'il est par ailleurs possible de gérer le calcaire différemment. Revenons donc plutôt à notre eau potable de base. Il s'agit de bien comprendre que les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent en l'état actuel de la technologie et des contraintes économiques. L'essentiel de l'eau potable est en effet à destination de l'industrie, de l'agriculture et de nos toilettes, et tout le monde n'est pas forcément prêt à payer beaucoup plus cher pour une eau qui sera de toute façon traitée, stockée, puis envoyée dans des conduits plus ou moins vétustes sous une pression infernale. Petit extrait du film Water pour illustrer tout cela. Mais avant d'arriver dans nos logements, l'eau parcourt un trajet aussi long que difficile.
Avant, le bon sens voulait que les gens s'installent là où se trouve une source naturelle d'eau. Aujourd'hui, cela n'a plus aucune importance, car l'utilisation de la haute pression permet de transporter l'eau sur des milliers de kilomètres. Dans la nature, l'eau suit harmonieusement des courbes, en serpentant sensuellement. Alors que dans un réseau hydraulique, l'eau tourne des centaines de fois à angle droit. À chaque détour et changement abrupt de direction, la structure naturelle de l'eau se détériore peu à peu. Quand l'eau du robinet arrive chez nous, après avoir traversé tout un réseau hydraulique, elle présente plusieurs cristaux de formes diverses. Mais leurs structures sont toujours déformées. Voilà à quoi cela ressemble. Les cristaux s'assemblent d'une façon chaotique, sans esthétique ni aucune symétrie. On sait que dans la plupart des grandes villes, l'eau courante est stockée dans des circuits fermés. Après des processus agressifs d'épuration chimique et de filtrage puissant, elle revient dans nos maisons en gardant en mémoire les produits chimiques qu'elle a croisés et la violence qu'elle a subie. Mais la pollution la plus terrible est celle des informations que l'eau absorbe en passant par des tuyaux longs de plusieurs kilomètres et des milliers de maisons et d'appartements. Bref, les normes ont le mérite d'exister, mais nous sommes très loin de l'eau biocompatible, qui relève pour le coup d'une responsabilité individuelle. Quelles sont les caractéristiques de cette eau véritablement adaptée à nos besoins biologiques? Déjà, elle ne sera jamais pure. N'en déplaise au fantasme ou au marketing, ce mythe de la pureté doit absolument être dépassé et vous avez là la citation du professeur Marc-Henri, référence scientifique de l'eau. On ne peut pas structurer l'eau pure, tous les gens qui vous vendent de la pureté, ce sont des gens qui n'ont rien compris. Il est très difficile, sinon impossible, d'obtenir de l'eau pure, et quand on s'en approche, comme dans le cas de l'eau distillée, c'est alors une eau trop vide, déminéralisante, déstructurée et donc déconseillée en eau de consommation courante. Voilà pourquoi nous préférons parler d'eau propre. L'eau biocompatible sera donc propre, c'est-à-dire avec un minimum de polluants, et pas trop de minéraux. Nouvel aparté avec le mythe de l'importance des minéraux des eaux et une citation d'un rapport de l'OMS. Nous ne faisons pas de recommandations compte tenu des incertitudes relatives à l'apport minéral de l'eau de boisson. L'assimilation des minéraux est en effet très aléatoire, de 1 à 15% maximum selon les experts. Nous sommes en effet hétérotrophes et donc incapables d'assimiler correctement les minéraux des eaux. Nous ne léchons pas de cailloux et devons passer pour nos minéraux essentiels par les végétaux. Que se passe-t-il avec une eau trop minéralisée? Eh bien, il y a un risque d'encrassement de l'organisme, voire de calculs rénaux. Certains ont cru que le buvet éliminé concernait les graisses. C'est raté, il s'agissait en fait d'éliminer les minéraux via un surtravail des reins. Alors, attention, nous parlons là des eaux emprisonnées dans du plastique. À la source, au griffon, la situation est totalement différente puisque les minéraux sont répartis sous forme colloïdale. Ils s'assimilent alors un peu mieux et sont surtout beaucoup plus facilement éliminés. Une eau biocompatible respecte la peau et il est étonnant de voir avec quelle facilité on arrive à régler des problèmes d'irritation ou d'eczéma. Il suffit de changer son pommeau de douche au profit d'une douche géothermale. Côté consommation, une eau biocompatible est surtout très agréable à boire, ce qui fait toute la différence en matière d'hydratation. L'organisme en effet en redemande. Il était en manque et cette eau lui apporte enfin de l'énergie. Cette notion d'énergie de l'eau dérange apparemment beaucoup de monde. Je préparais une conférence pour Alternativa lorsque je fus prise à partie. Vous racontez n'importe quoi, il n'y a pas d'énergie dans l'eau. Ah bon, il n'y a pas de protons ou d'électrons? Mon interlocuteur qui travaillait pour la régie locale de l'eau préféra s'éclipser discrètement. À sa décharge, il est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie dans les eaux traitées du robinet ou dans les eaux en plastiqué. À sa décharge également, le fait que les médecins ne sont pas formés à la qualité de l'eau, ce qui est tout de même surprenant compte tenu de sa proportion dans l'organisme. Les scientifiques non plus n'y sont pas formés, ils n'ont d'ailleurs aucun intérêt à s'y intéresser, en témoigne l'affaire Benveniste ou Luc Montagnier. Si vous êtes scientifique et évoquez l'énergie ou la mémoire de l'eau, vous avez toutes les chances de perdre vos subventions. Il est beaucoup plus prudent de s'en tenir à la banale formulation H2O.
Tout est pourtant énergie, ou pour le dire autrement, tout est électromagnétisme, c'est-à-dire interaction entre particules chargées électriquement. Cela n'a rien d'ésotérique, c'est le b.a.-ba de la physique. Mais avec l'eau, nous sommes évidemment dans l'infiniment petit. 100 trillions de molécules d'eau, 10 puissance 20, tiennent dans une seule goutte d'eau. Nous sommes également dans l'un des plus grands mystères de l'univers, au point que le physicien allemand William Ashney a déclaré que l'eau était une impossibilité scientifique. Extrait du film Water pour s'en convaincre. L'eau a déjà été étudiée en détail. Il est d'ailleurs notoire que l'eau a des caractéristiques physiques et chimiques extraordinaires par rapport aux autres substances liquides. La molécule de l'eau est vraiment petite. Et pourtant, elle présente des caractéristiques extraordinaires. On ne trouve aucune autre molécule qui présente des anomalies similaires. Si une seule de ces anomalies avait manqué, la vie ne serait jamais apparue sur la planète. Chaque propriété de l'eau est unique et trouve difficilement une explication dans le cadre classique et traditionnaliste des lois physiques. Les sciences n'ont toujours pas trouvé réponse à certaines questions. Pourquoi l'eau est-elle la seule substance sur Terre qui peut se présenter en 3 états, liquide, gazeux et solide? Pourquoi la tension de la surface de l'eau est-elle la plus élevée parmi tous les liquides? Pourquoi l'eau est-elle le dissolvant le plus puissant au monde et comment? De quelle façon l'eau, défiant la gravité terrestre, est capable de remonter à l'intérieur des troncs des grands arbres, surmontant ainsi des pressions de dizaines de bars? La communauté scientifique a fait un pas géant en admettant qu'elle ne savait pratiquement rien sur l'eau. C'est un progrès important, dans la mesure où cette prise de conscience a fait place à l'envie d'en savoir plus. L'eau aurait une mémoire. Les expériences réalisées aux 4 coins du globe ont confirmé que l'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute influence extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. Toute substance qui entre en contact avec l'eau y laisse donc une trace. En enregistrant les informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant, sa composition chimique reste intacte. Dans un premier temps, on s'est penché sur la composition chimique de l'eau. Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien. Car la composition chimique importe bien moins que sa structure. Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ces molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'on enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique. Les gens ne se doutent pas que l'eau change lorsqu'on allume la lumière, ou que, sous l'influence d'un champ électrique, l'eau peut changer. Nos recherches actuelles vont dans cette direction. Structure de l'eau, mémoire de l'eau, clusters, ces sujets sont encore l'objet d'études et de recherches de la part de vrais scientifiques passionnés. Le plus étonnant vis-à-vis de l'eau est donc sa capacité à changer instantanément de structure au moindre stimulus. Cela se fait à l'échelle de la picoseconde, soit tout de même 1000 milliards de fois par seconde. Il n'est heureusement pas besoin d'être une grosse tête, remplie au passage à 80% d'eau, ou de savoir bien compter pour constater la différence avant-après. En bouche, la différence énergétique s'apprécie immédiatement sous la forme d'une eau beaucoup plus douce et hydratante. Côté mesure de l'énergie, on aura désormais essentiellement recours à des tests biologiques. Mais historiquement, pour une approche très précise et terre-à-terre, on utilisait les paramètres physico-chimiques de base de la bioélectronique. Alors la bioélectronique de Vincent, BEV pour les intimes, est historiquement considérée par les experts comme la science de l'eau. Elle demeure pourtant toujours officiellement occultée. Elle a en effet le tort d'analyser l'eau, les aliments, les remèdes et le terrain selon les 2 mesures énergétiques de base et de bon sens, à savoir le pH
qui correspond au taux en protons. Plus une eau est acide, pH inférieur à 7, et plus elle a d'activité magnétique. Les meilleures eaux de source et la plupart des aliments haute vitalité sont acides. Au contraire, plus une eau est alcaline, pH supérieur à 7, et moins elle a d'énergie. Toutes les eaux du robinet sont alcalines afin de ne pas corroder la tuyauterie, mais cela n'a rien à voir avec la santé biologique. Le RH2 correspond au taux en électrons. Plus une eau possède d'électrons et plus elle est antioxydante ou réductrice et capable ainsi de lutter contre les fameux radicaux libres. Si elle manque d'électrons, RH2 supérieur à 28, elle sera au contraire oxydante, c'est-à-dire qu'elle va pomper des électrons et progressivement épuiser l'organisme. À partir de ces deux paramètres, nous pouvons établir les 4 terrains de la bioélectronique. Les meilleures eaux et les meilleurs aliments se trouvent en terrain 1, acide et antioxydant, riche en protons et en électrons. La malbouffe se trouve généralement en terrain 2. Les eaux traitées du robinet sont généralement alcalines et oxydantes, et donc en terrain 3, le terrain des cancers, des virus et des vaccins. Enfin, les eaux fortement alcalines et réductrices, très spécifiques et donc thérapeutiques, sont en terrain 4, le terrain des bactéries. Petite parenthèse sur la notion d'équilibre acido-basique parce que l'on entend beaucoup de bêtises, notamment pour faciliter la vente d'un appareil très coûteux en provenance du Japon. Dire que nous sommes en acidose et devrions boire une eau alcaline est absurde car alcalin signifie moins d'énergie. Surtout, cela méconnaît l'effet tampon de l'organisme. Si je souhaite alcaliniser mon estomac le matin, je bois du très acide jus de citron. Il ne faut ainsi pas confondre alcalin et alcalinisant ou acide et acidifiant. Alors nous avons là un bioélectronigramme un peu fouillis puisque j'y ai mis à la fois les eaux, les aliments, les paramètres de la santé. Vous le retrouverez sur la fiche de bioélectronique disponible sur le site aunaturel.ch. Que constatons-nous sur le schéma ? Eh bien déjà que les eaux du robinet ainsi qu'un certain nombre d'eaux minérales sont effectivement en terrain 3, le terrain donc des cancers et des virus. Nous pouvons noter également une différence significative entre l'eau à la source et la même eau en bouteille, ou encore entre une tomate bio et une tomate ordinaire de l'agriculture productiviste. Et là on comprend pourquoi la bioélectronique dérange. Ce qu'il est intéressant de retenir, c'est que l'énergie de base n'a donc rien d'ésotérique puisqu'il s'agit du b.a.-ba proton plus électron. C'est également du simple bon sens que d'affirmer que tout ce que nous ingérons devrait nous apporter de l'énergie, que ce soit donc sous la forme de protons et d'électrons ou d'une énergie biologique subtile liée à la mémoire et à la structure de l'eau. Terminons cette première partie avec le match promis entre les eaux en plastiqué et les eaux traitées du robinet. La mauvaise note des eaux minérales en plastiqué dépend essentiellement de leur teneur parfois beaucoup trop chargée en minéraux. Mais elles sont dans tous les cas dévitalisées, coûteuses, généralement polluées en microparticules de plastique et évidemment fort peu écologiques pour une note finale de mauvaise à désastreuse. Nous avons analysé l'eau en bouteille que l'on peut acheter dans le commerce. Les fabricants nous assurent que cette eau est la meilleure du monde. Et les étiquettes en attestent. Mais cette eau est vide et morte. Il est vrai qu'elle a bon goût, qu'elle est propre et qu'elle a été enrichie en minéraux. Mais elle est morte, car elle n'a aucune énergie, aucune vie. L'homme aurait bien du mal à distinguer l'eau de source naturelle de l'eau artificiellement filtrée. Mais n'importe quel animal, lui, choisira irrémédiablement l'eau de source, car elle est chargée d'énergie naturelle. Il n'y a ainsi aucune raison de continuer à suivre le marketing, mais si l'on tient absolument au plastique, on s'orientera alors vers les eaux de source faiblement minéralisées. Les meilleures sont distribuées par les magasins bio, qui auraient toutefois un intérêt à entrer en cohérence avec une offre de remplissage de bouteilles en verre à partir de l'eau du robinet. À tout prendre, les eaux du robinet sont en effet préférables, car même si elles sont davantage polluées et tout aussi dévitalisées que les eaux en bouteille, il est possible de les filtrer et de les restructurer pour un coût à moyen terme toujours inférieur au plastique. Alors, la note s'améliore sensiblement. Petite parenthèse au passage sur le critère écologie, pris ici dans sa définition classique d'économie d'énergie ou absence de pollution.
Étymologiquement, l'écologie, oikos maison, habitat et logos discours, est tout autre chose, à savoir l'optimisation de son habitat. Est-ce que mon environnement est favorable à ma santé et à ma vitalité? Selon cette définition, il est bien évident que l'eau du robinet, chlorée, alcaline et oxydante, ne serait absolument pas écologique. Au final, même si le match peut paraître nul, avec dans les deux cas des eaux énergétiquement inappropriées et donc par conséquent un manque probable d'hydratation, les perspectives ne sont pas du tout les mêmes. Si le plastique est à éviter, l'eau du robinet devrait être considérée comme une excellente base de travail. Attention toutefois aux manipulations. Alors nous avons déjà là 4 petits trucs pour détecter le marketing de revendeurs pas forcément sans scrupules, mais généralement mal formés ou informés. Si l'on vous parle d'eau pure, d'eau alcaline, de calcaire ou de l'importance des minéraux, méfiance, les arnaques de l'eau sont légion. Le seul paramètre d'importance est finalement le plaisir de boire et donc la perception énergétique. Tout ce que nous ingérons devrait nous apporter de l'énergie et ainsi renforcer notre système immunitaire. Comment, à partir de l'eau du robinet, potable, peu coûteuse et disponible partout, obtenir une eau de qualité énergétique équivalente à une eau de source de montagne? Comment limiter le plastique et presque sauver la planète? C'est ce que nous allons voir en deuxième partie de conférence. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter et si la vidéo vous a plu, à la faire circuler. Merci pour votre soutien et à bientôt pour la suite.